Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le président Paul Kagame estime que si chaque dirigeant et chaque Rwandais accomplissait comme il se doit ses responsabilités, le Rwanda pourrait atteindre l'autosuffisance. Au deuxième et dernier jour des travaux du dialogue Umushikirano, le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, a déclaré que le gouvernement continue de soutenir les Rwandais face à la flambée des prix au marché. Et la 69e édition de la conférence internationale des directeurs généraux des aéroports civils en Afrique a débuté ses travaux ce mardi à Kigali. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire, c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Paul Kagame, estime que si chaque dirigeant et tous les Rwandais en général accomplissaient comme il se doit leurs attributions, le Rwanda pourrait atteindre l'autosuffisance. Le chef de l'État a fait cette indication au premier jour des travaux du dialogue Umushikirano à Kigali. Kassim Youssouf nous fait le point. Presque 3 années se sont écoulées sans que le dialogue Umushikirano puisse se dérouler suite aux restrictions sanitaires préventives contre la pandémie de Covid-19 qui a en outre déstabilisé l'économie et le bien-être social, et à cela s'est ajouté les effets de la guerre en Ukraine. Au premier jour des travaux du dialogue Umushikirano, le président de la République, Paul Kagame, a fait observer que malgré que tout cela ait entravé le développement du pays, les mesures mises en place pour y faire face, en plus du pas que le pays avait réalisé dans son édification, ont fait que le Rwanda n'a pas été considérablement déstabilisé, car sinon l'espérance de vie des Rwandais n'aurait pas été de presque 70 ans. Ubu ku munyarwanda ashobora kubaho kugeza ku myaka 69. L'espérance de vie des Rwandais est maintenant de 69 ans. Savez-vous à quel point ce chiffre était bas? Vous avez eu de la chance si vous avez atteint 40 ans. Une personne de 69 ans est considérée comme âgée partout dans le monde. Certes, les gens peuvent vivre et vivent beaucoup plus âgés, mais pour nous, ce changement en ce qui concerne l'espérance de vie est très important. Lorsque vous considérez certaines de nos réalisations à travers cet angle, cela devient beaucoup plus clair. Le président de la République indique que dans tout ce qui est réalisé, l'on devrait se préoccuper de la qualité, de la durabilité et de la sécurité, et a promis aux Rwandais que leur sécurité et celle de leurs biens seront toujours assurées, ajoutant que malgré tout, le Rwanda n'a pas encore atteint le niveau qu'il souhaite pour diverses raisons, dont la mauvaise performance de certains, ce qui fait que le Rwanda reste encore dans les pays dépendants de l'aide étrangère, situation qui dévalorise les Rwandais et les Africains en général. Simbizi niba hari umunyarwanda wishimira guhora asindagizwa. Je ne sais pas s'il y a un Rwandais qui aimerait toujours être aidé. Celui qui est physiquement faible, soit parce qu'il est malade, qu'il est en convalescence ou qu'il a d'autres problèmes, on lui apporte certes du soutien. On peut nous aider, mais jusqu'à quand, alors que le moyen de nous en débarrasser, c'est celui des activités dont le Premier ministre a parlé. C'est que je vous dis, les moyens sont là. Si tout cela n'est pas fait, on y trouve des choses que je ne comprends pas, que les gens trouvent la force de tolérer et comprendre qu'il n'y a pas de problème de recourir toujours à l'aide. Ce qui peut libérer les gens de cette servitude est unique, et c'est travailler, c'est se connaître, savoir qui on est, qu'on est humain comme tant d'autres, et ceux qui vous dédaignent sont humains comme vous.
Toujours au premier jour des travaux du dialogue au Moshikirano, le président de la République, Paul Kagame, est revenu sur le One Stop Center qui devrait accorder des facilités à ceux qui voudraient investir au Rwanda. Comment pouvez-vous faire courir une personne d'un endroit à l'autre? Pourquoi ne pas répondre à ses préoccupations à un seul endroit? Le problème est que les institutions ne communiquent pas entre elles et leur personnel non plus. Même si l'infrastructure informatique ne fonctionne pas à la capacité souhaitée, à quoi bon tout avoir si vous ne l'utilisez pas comme il se doit? Pourquoi une personne devrait-elle venir vous voir et se rendre ensuite à 3 autres endroits pour le même sujet? Pourtant, vous êtes censé assumer les responsabilités d'un guichet unique et pendant 10 ans, vous n'avez rien approuvé. Pourquoi donc les mêmes personnes qui devraient mener à bien la mise en œuvre de ces politiques, c'est vous qui échouez dans ces politiques et elles ne fonctionnent pas? Bien sûr, et c'est évident, il y a des personnes qui ne veulent pas que les choses soient achevées dans une même place, mais dans différents endroits afin qu'ils puissent être impliqués. C'est ce que cela signifie. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. La 18e édition du dialogue au Moshikirano a rassemblé à Kigali Convention Center des milliers de participants invités par le président de la République. Y ont également participé d'autres citoyens dans les sites de Gicumbi, Kayonza, Rubavu, Gisagara et le site de Belgique pour la diaspora rwandaise en Europe. Le président de la République, Paul Kagame, estime que les débats inscrits à l'agenda de la 18e édition du dialogue au Moshikirano étaient de bonne qualité et consistants. Le chef de l'État a exhorté les dirigeants qui y ont participé à ne pas laisser derrière eux tout ce qui a été dit et a rappelé notamment que le temps des réunions ne doit pas être plus important que celui des actions. Le président de la République, Paul Kagame, a fait cette indication dans son discours de clôture de la 18e édition du dialogue au Moshikirano. Il y a la culture des réunions interminables. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'en fait, la plupart des réunions qui se tiennent, on cherche n'importe quelle personne, et même par téléphone, et on vous dit qu'elle est en réunion. Vous l'avez fait le matin et dans la soirée, on vous dit encore une fois qu'elle est en réunion. Lorsque vous essayez encore une fois le lendemain, on vous dit qu'elle est en réunion. Je suis persuadé que les réunions sont nombreuses, que les actions, le temps des réunions est supérieur à celui des actions et c'est pourquoi il me semble que souvent on n'a pas le temps de faire le suivi, mais il y a plutôt le temps des réunions. Chaque fois, je demande ce qui se discute dans ces réunions. Toujours au deuxième et dernier jour des travaux du dialogue au Moshikirano, le Premier ministre, Dr Edouard Ngirente, a déclaré que le gouvernement rwandais n'a pas abandonné les Rwandais seuls face à la flambée des prix au marché. Le chef de la primature a en effet indiqué que le gouvernement a toujours essayé d'apporter des subventions et des subsides, car sinon les prix observés aujourd'hui auraient doublé ou triplé, ajoutant que parmi les raisons qui expliquent la hausse des prix figure notamment la production qui a été faible. Je voudrais personnellement adresser aux Rwandais un message de réconfort et leur dire que nous ne les avons pas oubliés parce que depuis hier, on s'est interrogé sur la hausse des prix et encore une fois aujourd'hui. Je voudrais les réconforter et leur dire que le gouvernement n'a pas abandonné les Rwandais face à ce problème. Je pense que cela a été hier expliqué surtout dans le cadre économique et que peut-être ça n'a pas été clair, mais je voudrais souligner 3 choses essentielles. Primo, c'est qu'en tant que gouvernement,
Nous nous sommes saisis de ce problème pour voir comment apporter du soutien aux Rwandais. Depuis que la hausse des prix est observée, beaucoup de choses ont été faites. Nous avons essayé d'apporter de manière différente des subventions et des subsides. Si on ne l'avait pas fait en tant que gouvernement, je voudrais rappeler que les prix que nous observons aujourd'hui auraient doublé et ce que nous voyons maintenant, c'est que le gouvernement a fait quelque chose de très important, notamment la subvention apportée dans le prix des produits dérivés du pétrole, c'est-à-dire du mazout pour les camions qui transportent les produits alimentaires ou les bus qui transportent les personnes et de l'essence pour ceux qui voyagent à moto. S'il n'y avait pas eu cette subvention, le prix du transport des produits alimentaires aurait été très élevé, plus que ce que nous observons aujourd'hui, et il se serait multiplié par 2 ou 3. Toujours au cours du deuxième et dernier jour du dialogue au Mushikirano, le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, le docteur Jean Damascène Bizimana, a fait savoir que le Rwanda a réalisé du progrès satisfaisant en ce qui concerne l'unité et la réconciliation, selon l'enquête réalisée en 2020, qui a révélé que 94,7% des Rwandais sont convaincus que l'unité et la réconciliation est effective. Cependant, le ministre Bizimana a indiqué que le Rwanda n'a pas encore atteint le niveau qu'il souhaite parce que 26,9% des Rwandais souffrent toujours de blessures qui tirent leur origine dans l'histoire du pays, ajoutant que ce qui entrave l'unité dans la réconciliation au sein des Rwandais est notamment l'idéologie du génocide. Bien qu'elle soit en régression dans le pays, elle s'amplifie à l'extérieur, a souligné le ministre Bizimana. Il a entre autres souligné le discours de haine, le mensonge, les massacres perpétrés contre les Congolais d'expression Kinyarwanda, surtout Tutsi. Diverses organisations affirment qu'une famille forte et sûre est le fondement du pays et que les conflits familiaux exercent un impact négatif sur la famille entière, en particulier chez les enfants. Jessica Agassaro nous en dit plus. Lors d'une discussion sur une famille forte et sûre, le ministre du Genre et de la Promotion de la Famille, le professeur Bayisenge Jeannette, a déclaré que les éléments basés sur la famille devraient avoir son également inclus dans la vision du Rwanda 2050. C'est-à-dire une famille qui est sortie de la pauvreté, une famille qui n'a pas de mendiants, c'est une famille sûre. C'est une famille qui se caractérise par la stabilité, qui se caractérise par la paix, une famille qui se caractérise par des discussions entre ses membres et qu'une famille qui se caractérise par la propreté. J'ai construit ma famille et vous allez construire la vôtre. Nous allons construire la famille d'un pays sûr. Le ministre de l'administration locale, Musabyimana Jean-Claude, indique que le gouvernement et les autres partenaires ont mis en place de divers programmes pratiques pour aider les familles à se reconstruire, à se développer économiquement et à se faire face aux mauvais moments. Malgré cela, il existe un problème de certaines personnes qui continuent à se soustraire de leurs responsabilités. Ici, dans la ville, nous voyons des parents avec des enfants. Et vous trouvez que la mère, au lieu de bien élever son enfant, doit prendre de bonnes manières et prendre la main de l'enfant pour aller mendier toute la journée. Et des fois, ils prennent même les enfants des voisins. D'autres cas, on trouve qu'il y a un enfant qui a quitté la maison et est venu dans la rue à Kigali et est resté pendant 2 ou 3 jours, personne ne s'est mouillé. Et deux fois, l'enfant ne part plus à l'école. Personne ne demande ce qui est arrivé à cet enfant, même sa famille. Ce sont des choses que nous devons comprendre pour changer la perception et comprendre que nos valeurs sont importantes. Quant aux jeunes, ils disent que lorsque la famille est en conflit, cela les perturbe. Mais il y a aussi des problèmes qu'ils causent eux-mêmes. Le ministre de la Santé, le Dr Sabin Nsanzimana, déclare qu'une famille sûre a besoin d'une bonne santé. Sans cette bonne santé, il n'y a pas de possibilité. Le docteur Sabin affirme que le retard de la croissance continue d'être un problème sérieux qui est considéré comme une maladie et que le conflit familial joue également un rôle dans la cause de ces problèmes.
Le cerveau de l'enfant ne tolère pas le stress. Il ne tolère pas non plus les mauvaises nouvelles qui les empêchent d'être libres. Lorsque la famille se dispute au sujet d'un petit enfant, le cerveau envoie des informations d'autres parties du corps en disant « ne rendis pas ». Il y a un problème à stresser les jeunes enfants à cause des querelles familiales. Les familles ont fait des recherches sur le problème de l'élevage, car le cerveau envoie des signaux à d'autres parties du corps lorsqu'il y a l'eau qui est contaminée ou la personne s'expose à une mauvaise alimentation. Comme il a été annoncé lors du dialogue national au Mushitirano, le gouvernement a fait des efforts pour s'assurer que les enfants soient adoptés par deux familles. Jusqu'à 91% ont été rendus aux familles et ceux qui n'en avaient pas ont reçu les anges gardiens. Jessica Agassaro, télévision rwandaise. Le dialogue Mushikirano a été clôturé avec la présentation des résultats des contrats de performance de l'exercice budgétaire dernier et de la signature de nouveaux contrats de cette année au niveau des provinces et des districts. La première place est revenue à la province de l'Est avec la note de 99%, suivie de la province du Sud avec 79%, suivie de la province du Sud avec 78%. La province de l'Ouest est classée troisième avec 76%. La ville de Kigali est la quatrième avec 75%. La province du Nord est lanterne rouge avec 70%. Au niveau des districts, 6 districts ont été très performants et ont été récompensés. Il s'agit de Nyagatare avec 81,64%. Houillé avec 80,97%, Lulindo avec 79,8%, Nyaluguru avec 79,5%, Luamagana avec 79,5% et Rusizi avec 78,2%. Vous suivez la grande édition de la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. L'espérance de vie du Rwandais a atteint en 2022 les 69 ans. C'est ce qui ressort du 5e recensement de la population et de l'habitat réalisé au cours de l'année dernière. Signe du bien-être actuel du Rwandais, car c'est l'une des moyennes les plus élevées au monde. Et cette évolution a été possible au cours des 30 dernières années. Patrick Milidandi nous en dit plus. Le Rwanda compte, depuis l'année dernière, en 2022, 13 246 394 habitants, alors qu'il y a 10 ans, le pays comptait 10 515 913 personnes, soit une augmentation de 2 700 000 âmes. C'est la révélation du 5e recensement de la population et de l'habitat réalisé en 2022. Parmi ces populations, les femmes sont majoritaires, soit 51,5%, alors que les hommes sont 48,5%. Ces recensements montrent également qu'il y a 3 312 743 ménages au Rwanda, ce qui signifie que chaque ménage comprend au moins 4 personnes. Parmi ceux-ci, environ 72,1% vivent dans des zones rurales et 27,9% vivent dans des zones urbaines. L'espérance de vie d'un Rwandais est passée de 64,5% en 2012 à 69,6% en 2022. Le chef de l'État rwandais, qui assistait à la présentation officielle de ces résultats, s'est félicité de ce progrès réalisé par le pays au cours des 30 dernières années. Ça fait 30 ans. Si on regarde en arrière et qu'on ne voit pas ce qui a changé, ce serait dommage. Mais si on regarde maintenant, et si on regarde le fait qu'un Rwandais peut vivre jusqu'à 69 ans, vous pouvez comprendre le pas franchi par le pays. Car nous avons commencé avec une espérance de vie de 40 ans. Et aujourd'hui, nous avons la chance. Un Rwandais peut vivre jusqu'à 69 ans, l'une des moyennes les plus élevées au monde. Nos Rwandais doivent vivre ces années-là en sécurité. La sécurité dont je parle concerne les biens et les personnes. umutekano rero mvuga ni uw'ibintu ni n'uw'abantu. Umutekano ni ngombwa ntusubirwaho.
Arabi a interrogé les habitants de ce qui a déjà été réalisé et ce qu'il convient d'ajouter ou de renforcer. Cela commence par les femmes. Les femmes enceintes accouchent en toute sécurité et dans une maternité. Le matériel pour les aider à accoucher est présent et disponible. Les vaccins donnés aux enfants sont également disponibles. Ils sont vaccinés pour les protéger des maladies qui les tuaient auparavant à un jeune âge. Le traitement est accordé aux personnes âgées. Le sport aussi a été amélioré. Je pense que les choses qui nous aideraient à vivre beaucoup plus longtemps serait d'éviter l'alcool, le tabac, manger gras, le sucre. Il faudra plutôt privilégier des fruits, des légumes, boire beaucoup d'eau et faire beaucoup de sport. Le directeur général de l'Institut national de la statistique du Rwanda, Murangwa Youssef, souligne également que c'est le fait que l'espérance de vie des Rwandais est augmentée, montre que de nombreux programmes sociaux ont produit des effets. Il y a certaines réalisations qui ont été atteintes, mais il y a des secteurs qui ont besoin de renforcement de capacités, notamment l'eau et l'électricité. Il y a encore beaucoup de travail dans tous les secteurs. Il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Il y a encore beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école. En premier lieu, ils devraient commencer l'école à l'âge de 6 ans, alors qu'au lycée, ils devraient commencer à l'âge de 12 ans. De plus, la pauvreté au Rwanda est encore élevée, ce qui nécessite une meilleure planification liée notamment au logement, au développement du secteur de l'agriculture et la protection de l'environnement. Dans les écoles secondaires, 89,3% des enfants commencent l'école à l'heure, alors que dans certaines écoles secondaires, c'est 22,3%. 56% des Rwandais ont atteint l'âge actif. Ils doivent donc travailler, c'est-à-dire entre 16 et 64 ans. Entre autres résultats de cette enquête, 61,0% des ménages ont l'électricité, 82,3% des ménages ont accès à l'eau potable. 53,4% des Rwandais travaillent dans l'agriculture. Les recensements ont montré que 74,1% des Rwandais ont une maison avec des tôles. Et à ce jour, les Rwandais ne construisent plus des maisons avec des toits en paille. 78,1% possèdent des téléphones portables, ce qui montre la capacité des Rwandais à augmenter. La fécondité des femmes entre 15 et 49 ans est passée de 4 enfants au cours des 10 dernières années à 3 enfants en 2022. L'Institut national de la statistique affirme que les recensements de la population et de l'habitat visent à montrer le nombre réel de tous les Rwandais, où ils vivent, leur mode de vie. Ces chiffres sont très utiles pour la planification. Merci Patrick. Et pour la page culturelle de cette édition, nous parlons livres et littérature. Demain commencent à Kigali les rencontres internationales du livre francophone organisées par le Centre culturel francophone du Rwanda. Plein d'activités sont prévues. Plusieurs auteurs francophones sont attendus et un ouvrage auquel nous nous intéressons en particulier, Ajar Paris, présenté comme le livre de la semaine, un voyage entre la France et la Mauritanie, avec au cœur un récit sur l'immigration et sa complexité, qui est proposé par l'écrivaine française Fanta Dramé, que nous avons l'honneur d'accueillir comme invitée de ce journal. Bienvenue Fanta Dramé. Merci à vous de m'accueillir. C'est vraiment un plaisir. Ajar Paris, c'est le livre francophone dont tout le monde parle depuis sa sortie il y a quelques mois. C'est un récit qui vous est personnel parce que vous parlez de l'histoire de votre famille. On a envie que vous nous parliez de ce bouquin dans vos propres mots. Eh bien, c'est très simple. Ajar Paris il débute parce que je perds ma grand-mère en 2013, qui vivait chez nous en France, à Paris. Et la décision est prise de l'enterrer dans le village natal de mon père, à Ajar, en Mauritanie. Et moi, qui suis née à Paris, quand je me rends dans ce village natal de mon père, je découvre un village qui est totalement désert et qui ne semble pas appartenir au monde moderne. Et du coup, je me pose la question toute simple, c'est de savoir comment est-ce que mon père a pu vivre déjà dans ce village, puis décider de le quitter pour tenter sa chance en France. Et de là, voilà, le livre. Exactement. Je raconte tout son parcours à partir de ce moment-là. À partir de ce moment-là. L'immigration, justement, c'est un sujet souvent évoqué dans la littérature, au cinéma.
Pour vous, pourquoi est-ce important que ce sujet soit encore une fois traité et évoqué? Parce que je pense que l'immigration, généralement, ça parle de personnes qu'on croise dans notre vie de tous les jours, mais dont on ne se donne pas la peine d'écouter les récits. Ce sont des personnes qui sont souvent dans les angles morts. Alors que, généralement, ils ont des parcours de vie qui sont extraordinaires, dans le sens qui sortent de l'ordinaire, parce que quoi qu'on puisse en penser, l'exil n'est pas une chose anodine, c'est même un déchirement pour ceux qui le vivent. Et pour autant, ces personnes sont dans l'obligation de réussir parce qu'on compte sur eux dans leur pays d'origine. Et puis après, le temps faisant son œuvre, on compte aussi sur eux dans le pays dans lequel ils émigrent. Et quand je dis qu'on compte sur eux, ce n'est pas seulement la famille nucléaire, c'est-à-dire les parents, l'épouse et les enfants. Non, c'est vraiment la famille étendue. Et généralement, ils y parviennent parce qu'ils font preuve de sacrifice et d'abnégation. Absolument. Et on voit aussi l'impact sur la communauté. On vous voit maintenant, vous faites le tour du monde à raconter cette histoire. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le fait que vous n'aimez pas le mot immigrant. Immigré plutôt, vous préférez émigrant. C'est ça, parce que alors déjà le terme immigré, en France en tout cas, je trouve qu'il a une connotation qui est péjorative. Et puis surtout, moi, dans ce roman, ce qui m'intéressait, plus que la finalité de l'exil, c'était le chemin parcouru par ces hommes et ces femmes. Ce n'était pas le fait d'être arrivé en France qui m'intéressait, mais plutôt le fait d'y être arrivé, d'avoir réussi socialement leur émigration. Oui, alors, le sujet du jour maintenant, c'est les rencontres internationales du livre francophone, bien sûr. C'est organisé par le Centre culturel francophone du Rwanda, plusieurs activités, comme je le disais tout à l'heure. Vous êtes à Kigali dans ce cadre-là. Quelle est la pertinence de ce genre d'événement actuellement? Je trouve que ça permet de réunir différents auteurs, des écrivains qui viennent de mondes différents, de cultures différentes, qui ne sont peut-être pas même de la même génération, autour d'ateliers, de débats, et tout ceci dans le but de célébrer le livre et la littérature d'un point de vue plus général. Oui, et en parlant de livres et de littérature, quel est votre point de vue ou votre opinion sur le niveau actuel de la littérature francophone africaine? Alors moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on a de plus en plus d'écrivains qui sont français, mais issus de l'immigration, c'est-à-dire qu'ils ont un parent qui a quitté leur pays pour tenter sa chance en France. Et on a de plus en plus d'écrivains qui viennent de ce monde-là et qui écrivent, qui racontent ces récits qui sont, à mon sens, nécessaires. Et puis moi, qui suis née à Paris, qui ai eu une éducation scolaire française, c'est vrai qu'à mon époque, je n'ai pas du tout eu accès aux écrivains africains, qui sont du même niveau que les écrivains français que nous étudions régulièrement. Et je trouve qu'aujourd'hui, de plus en plus, on intègre ces écrivains-là, même dans le cursus scolaire français, et on leur donne la place que peut-être on ne leur a pas octroyée assez tôt. Absolument. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Fanta Dramé. Oui, votre livre, c'est Ajar Paris, un livre qu'on vous recommande donc. Et bien sûr, on pourra la retrouver durant les rencontres internationales du livre francophone. Ça se passe ici à Kigali. Et avant de vous dire au revoir, permettez-moi un rapide rappel des grands titres qui ont fait cette édition. Le président Paul Kagame estime que si chaque dirigeant et chaque Rwandais en particulier accomplissait comme il se doit ses responsabilités, le Rwanda pourrait atteindre l'autosuffisance. Au deuxième et dernier jour des travaux du dialogue Mushikirano, le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, a déclaré que le gouvernement continue de soutenir les Rwandais face à la flambée des prix au marché. Et vous l'avez vu dans ce journal, la 69e édition de la conférence internationale des directeurs généraux des aéroports civils en Afrique a débuté ses travaux ce mardi à Kigali. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Ce sera un plaisir de bientôt vous retrouver sur Rwanda TV.